Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Charles Tokplé et de nos éditorialistes Gratien Rokindikiza et Alfred Chango. L'actualité économique à présent, Madagascar et Maurice veulent mettre en place une zone économique spéciale pour dynamiser leurs économies, une zone où les procédures douanières et fiscales seraient plus avantageuses. Elles devraient prendre forme sous peu. Explication avec Deo Gracias Podo. Le projet de mise en place d'une zone économique spéciale à Fort-Dauphin dans le sud de Madagascar suscite de plus en plus d'intérêt dans la région de l'océan Indien. Les gouvernements malgaches et mauriciennes partenaires sur l'initiative veulent accélérer sa mise en œuvre. Un accord a été signé entre les deux pays pour établir des structures de coopération dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, la pêche, le commerce, le tourisme, le transport ou encore les nouvelles technologies. Il s'agit d'un projet qui est couplé avec le projet du port Ewal, un port qui a été récemment construit du côté de Fort-Dauphin, dans le sud du pays, et qui est un port destiné essentiellement à l'exportation de l'ilménite, le partenaire de Rio Tinto ici à Madagascar. Sur ce parc-là que le gouvernement malgache compte attirer de potentiels investisseurs étrangers. Avoir le maximum d'industrie pour développer l'économie malgache. Selon les autorités malgaches, la zone économique spéciale de Fort-Dauphin s'étalera sur plus de 400 hectares de terrain. De quoi attirer les investisseurs qui bénéficieront d'un cadre plus avantageux pour les entreprises. Pas suffisant pour rassurer certains analystes qui estiment que même si le projet semble attractif, une zone de libre-échange et de libre circulation devrait d'abord s'ouvrir au commerce intra-régional avant d'élargir ses champs d'activité. De plus, sa mise en place doit s'accompagner de réformes nécessaires devant garantir son rôle en tant qu'outil de développement. L'objectif, donc, c'est de mettre à la disposition des potentiels investisseurs des terrains viabilisés, qui aura des facilités pour les entreprises qui s'installent au niveau fiscal. Le gouvernement malgache, l'initiateur du projet, voudrait avoir recours à l'expertise mauricienne en matière de zone économique spéciale. Madagascar n'arrive pas encore à retrouver la relance économique, notamment en raison de la crise des matières premières de minerais, de la baisse des cours du nickel et de cobalt dans Batouti. Depuis quelques années, Madagascar multiplie les initiatives pour développer son économie. La grande île a abrité du 18 au 19 octobre 2016 le 19e sommet du COMESA, le marché commun pour l'Afrique orientale et australe. Ce dernier rassemble 19 pays et représente un chiffre d'affaires global de 7 milliards de dollars. Mais pour Antananarivo, ce marché ne représente qu'une infime partie des échanges commerciaux. Le pays se veut plus ambitieux. L'objectif est à long terme d'arriver à l'effectivité d'une libre circulation des personnes et des biens, gage d'une croissance économique durable. Gratien, une nouvelle zone économique spéciale pour séduire les investisseurs. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, il y a un pays, l'île Maurice, qui produit, qui est assez avancé au niveau de l'économie, au niveau de l'organisation aussi, parce qu'il faut parler d'organisation. Et il y a le Madagascar qui a des problèmes économiques, des fois l'instabilité politique, et qui ne produit pas beaucoup. Cela veut dire que, pour moi, ça signifie que l'île Maurice va gagner, le Madagascar va baisser le tarif douanier, et en fin de compte, si le pays ne change pas sa structure économique pour produire afin de vendre à l'île Maurice, c'est-à-dire que le Madagascar va recevoir des produits mauriciens avec une réduction des droits de douane, ce qui fait qu'il y aura des pertes au niveau des impôts. Justement, Alfred, ce projet ne fait pas à l'unanimité. Certains pensent en fait que ce n'est pas la peine d'entrer dans de nouvelles zones d'exportation régionales alors que les partenariats qui existent déjà ne fonctionnent pas. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense effectivement qu'il faut voir d'abord comment se situe Madagascar par rapport à l'océan Indien et puis aux grandes structures, que ce soit la SADC et puis le COMESA, dont le dernier sommet a eu lieu à Madagascar. Ça, c'est d'un. Ça veut dire effectivement qu'il y a déjà le rassemblement des pays de l'océan Indien. Et Madagascar en fait partie. Il faut organiser déjà ce marché-là de l'océan Indien entre la plupart des États.
Au niveau bilatéral, effectivement, on peut créer une zone spéciale qui faciliterait dans un sens comme dans l'autre, justement, ces échanges, en tout cas, où il y aura liberté de commerce, liberté économique, c'est pas une mauvaise chose. Ça suppose effectivement qu'il faut répertorier un certain nombre de secteurs où il peut y avoir justement des échanges équilibrés, égalitaires entre les deux États. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à l'avancement technologique, économique, commercial de la région, l'île Maurice est un peu en avance par rapport à Madagascar. C'est lié aux crises que la Grande Île a connues toutes ces dernières années. Donc, moi, je dirais effectivement, tout regroupement, toute création d'une zone doit tenir compte de tous ces facteurs-là pour qu'il n'y ait pas de télescopage et puis éviter les effets d'étranglement liés justement à ce qui s'est passé dans les accords qui n'ont pas marché. Donc, je n'ai pas d'a priori sur le fait de vouloir... D'ailleurs, ce sont les deux îles les plus importantes de l'océan Indien au plan économique. C'est un marché potentiel, Madagascar, pour les investisseurs mauriciens. Et donc là, il y a possibilité de créer de vrais partenariats entre les deux. Et moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Alors, malgré l'entrée de Madagascar, Gratien, dans 3 groupes économiques régionaux, le COI, le COMESA, la SADC, le PIB par habitant n'a cessé de reculer à Madagascar ces 30 dernières années. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ce qui ne fonctionne pas, d'abord, c'est la désorganisation au niveau politique, parce qu'il faut savoir que tous les pays africains, on voit bien le développement, c'est lié au leadership des dirigeants. Il y a beaucoup d'exemples, et on donne des exemples des pays assez stables comme le Botswana, le Ghana, Cap-Vert, le Rwanda. Il y a même l'Éthiopie qui connaît aujourd'hui des problèmes. Et dans ce pays, le Madagascar n'a pas pu exploiter là où il est fort. C'est le domaine agricole. Le Madagascar peut produire du riz pour alimenter une partie de l'Afrique. Mais malheureusement, il y a cette désorganisation, un problème au niveau des infrastructures, un problème au niveau aussi de l'orientation politique. Et c'est un pays où on peut beaucoup développer le tourisme. S'il y a le tourisme qui se développe à l'île Maurice, c'est juste à côté. Le Madagascar aussi peut en développer. Il suffit d'attirer les touristes et aussi d'attirer les investisseurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ce pays, mais c'est toujours la stabilité et la volonté politique qui manquent. Merci Gratien. Dans l'actualité également, le gouvernement béninois a rendu public son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021. C'était à l'issue du Conseil des ministres de ce 26 octobre 2016, compte rendu dans ce reportage de notre correspondant Lev Tiono. Le programme d'action du gouvernement béninois est disponible. 6 mois après son avènement, le gouvernement du président Patrice Talon a adopté ces documents au cours du conclave du Conseil des ministres le mercredi 26 octobre 2016 à Cotonou. Ces programmes d'action qui s'étendent sur le quinquennat 2016-2021 s'articulent autour d'une ambition de relancer le développement économique et social du Bénin. Ce programme prend appui sur 3 piliers. Le premier pilier, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième pilier, engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et troisième pilier, améliorer les conditions de vie des populations. La croissance économique du Bénin en 2015 s'est établie à 5,6%. À travers ce programme, le gouvernement souhaite atteindre une croissance à 2 chiffres pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Pour y parvenir, plusieurs réformes sont annoncées par le gouvernement. Le programme d'action du gouvernement contient 77 réformes qui sont considérées comme des chantiers prioritaires. La mise en œuvre de ces réformes permettra de renforcer les 3 piliers dont je viens de parler et les 7 axes stratégiques autour desquels l'action publique sera déployée durant la période 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement comprend un éventail de projets d'investissement. 94 nouveaux projets prioritaires et 45 projets phares du quinquennat y sont inscrits. Le nombre total de projets s'élève à 299 pour le programme national d'investissement, évalué à 9 039 milliards de francs CFA. Rappelons que 160 projets prioritaires sont déjà en cours d'exécution.
Alfred, quelle appréciation faites-vous de ce programme d'action 2016-2021 qui vient d'être publié au Bénin? Bon, c'est la concrétisation ou la traduction justement en termes politiques du projet de Patrice Talon. On sait que pendant la campagne, il avait promis un certain nombre de réformes, de changements, et il avait épinglé justement les points qui faisaient problème pour Togo. Avec Zinsou pendant la campagne, on l'a vu, et là, le programme gouvernemental pour ces 4-5 dernières années à venir va dans ce sens-là. Maintenant, reste à savoir de quels moyens il dispose pour traduire concrètement justement ces priorités, ces axes qui ont été dégagés, comment il les traduit très concrètement, comment il les finance. Qui intervient sur la Banque africaine de développement? Est-ce que c'est les banques régionales de la CEDEAO ou la BOAD? Est-ce que c'est le Fonds monétaire? Donc il faut voir effectivement comment tout cela va être mis en musique au point de vue financier. Mais c'est un encouragement quand même que concrètement il puisse se traduire sur le terrain les promesses électorales. Gratien, quels sont selon vous les projets prioritaires pour le Bénin? Les projets prioritaires, ça va être la bonne gouvernance, disons asseoir la bonne gouvernance au niveau du pays, parce que pour se développer, il faut une certaine bonne gouvernance, une bonne gestion des deniers publics, et aussi changer la structure de l'économie du Bénin. Il a de bonnes intentions, donc il a aussi de bonnes idées. Et aussi, il faudra répartir. On parlait de cette croissance en Afrique. Dès qu'il y a une croissance, il faut aussi répartir, essayer d'élever le niveau de vie de la population. C'est cette même population qui va consommer et c'est cette consommation qui va accroître la croissance de ce pays. Il y a beaucoup d'atouts pour le Bénin, un pays qui n'est pas très endetté, donc qui a un budget aussi, qui a un budget équilibré. Donc il y a beaucoup d'atouts. Il peut, disons, un peu s'endetter et qu'il y ait un peu d'inflation, ça peut gêner personne pour qu'il y ait une certaine productivité. Alors, ce programme d'action, Alfred, comprend 300 projets qui doivent être réalisés en moins de 5 ans. Pour certains, ce programme est basé sur le miracle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces ambitions, finalement, sont réalisables? Bon, nous aimons ici, en riant, parler du charisme de Talon. Bien. Talon, c'est aussi un homme d'affaires, donc il a des relations. Il peut les faire jouer pour intéresser les investisseurs étrangers, mais on peut dire les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine, etc. Et puis des investisseurs privés qui voient quand même que le Bénin est un pays stable. Politiquement, c'est un pays qui est stable, il n'y a pas l'insécurité. Vous voyez, il y a très peu d'impact justement du terrorisme qui déstabilise la région au Bénin. Ça, ce sont des atouts importants et où l'alternance démocratique se joue normalement. Ça, ce sont des leviers importants pour les investisseurs. Ils aiment venir dans un pays en paix, dans un pays stable. Merci Alfred. 900 millions de shillings, c'est notre chiffre du jour et il correspond aux bénéfices enregistrés par la compagnie aérienne du Kenya, Kenya Airways, au premier semestre 2016, soit une hausse de 143% par rapport à l'an dernier. Gratien, Kenya Airways semble enfin sortir la tête de l'eau. Oui. Oui, il y a eu beaucoup de pertes les années passées, il y a eu beaucoup de problèmes de grève pour cette compagnie, mais Kenya Airways redémarre, mais il faut relativiser les choses parce qu'on parle du résultat d'exploitation. En termes économiques, en termes comptables, le résultat d'exploitation exclut la charge financière, c'est-à-dire le résultat financier. Or, la compagnie est très endettée, on préfère publier un chiffre qui exclut les dettes, qui exclut la charge de la dette. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est encourageant. Espérons aussi qu'ils ont changé, mais il y a un problème dans ce pays, c'est que le tourisme en partie, disons, connaît des problèmes à cause du terrorisme d'El-Shabaab, du côté de la Somalie. Donc il y a beaucoup de touristes qui ont peur. Et de cette façon, il y a moins de touristes, mais en même temps, il y a un problème aussi d'organisation de la compagnie, parce qu'il y a des compagnies voisines qui se développent comme Ethiopian Airlines, alors que Kenya Airlines a beaucoup d'accords avec Air France et KLM.
Merci Gracien pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale Togo. Notre prochain volet sera consacré aux infrastructures en Afrique. Monsieur Charles Tokplé, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup et je remercie tout le monde, les amis qui sont en face. Je rappelle donc que vous êtes un ancien footballeur professionnel du Togo. Merci. Gracien, merci d'avoir été avec nous. Merci Graziella, bonsoir à tous. Et merci à vous Alfred. Ça a été un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella. Vous avez dirigé avec beaucoup de grâce. Merci infiniment. Voilà, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, le journal de la rédaction.